Bonjour à tous. Effectivement, désolé pour ceux qui attendaient l'autre talk, mais on les remplace avec un sujet qui, j'espère, vous plaira quand même. Pour se présenter rapidement, moi c'est Solvik, je fais de l'infrastructure depuis une dizaine d'années et ça fait 3 ans et demi que je travaille chez Numberly. Puis auparavant, j'ai passé quelques années chez Scaleway, Dailymotion. Il y a pas mal de copains ici présents aujourd'hui, donc très content de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Bonjour à tous, moi c'est Laurent Marchaud. J'ai rejoint Numberly il y a 3 ans, après les études à Epita. Je vois plein de copains dans le public d'ailleurs. Je faisais un peu d'infrastructure avant en Home Lab et puis du Cube maintenant depuis que je suis à Numberly. On va essayer de vous présenter rapidement nos besoins qui sont peut-être un peu plus spécifiques et moins courants que ce qu'on peut voir dans la nature avec tout ce qui est cloud public. Déjà pour vous expliquer un peu, donc Numberly c'est une société de data marketing. On est notre propre opérateur internet, on a notre propre AS, nos propres IP, on est notre propre opérateur mobile à l'ARCEP, on envoie beaucoup de SMS, on fait du marketing forcément. Et on a 2 data centers en physique dans la région parisienne qu'on utilise en actif-actif. Donc plutôt que d'avoir des sites en actif-passif, faire des bascules. Bref, on va revenir dessus, c'est vraiment central dans le talk. Et on a nos data centers pour des raisons de localisation de la donnée, contractuelle, et puis vis-à-vis d'avoir de l'indépendance par rapport au cloud provider. On a quand même quelques exceptions quand il y a des clients qui nous demandent spécifiquement d'aller dans le cloud, ou pour des contraintes légales, comme celles qu'on pourrait avoir en France, notamment au Middle East, où quand on est à Dubaï, il faut que la donnée soit hébergée à Dubaï. Donc on a une maîtrise de toute la chaîne de valeur de bout en bout, on achète des serveurs, du commodity hardware, on installe du Linux, tous les softs, on opère vraiment tout nous-mêmes de bout en bout, on n'a pas de solution sur étagère sur lequel on appuie sur Power et on fait du clic-clic. Donc comme a priori pas mal de gens ici, on utilise Kubernetes et dans une stratégie multi-data center, il peut se poser la question de merger les clusters en un seul, de faire ce qu'on appelle la fédération. J'ai volé ce mème sur le Twitter magnifique de Memenetis, qui retranscrit pas mal la vision de la fédération selon nous. Et il fallait bien qu'on trouve une autre solution, et on est là pour en parler. Donc a priori, nous, on est plus dans le diviser pour mieux régner. Effectivement, avoir un problème à côté, l'isoler et ne pas l'avoir à droite, c'est quand même plus sympa. On a aussi la volonté d'offrir une solution de load balancing à tous nos développeurs de manière un peu plus unifiée et pas avoir des choses un peu trop complexes. Et toute cette redondance, on en a besoin pourquoi ? Pour en cas de perte d'un data center, c'est des choses qui sont déjà vues, en cas de perte d'un cloud, parce que ce qu'on vous présente, c'est pas seulement pour de l'on-premise dans un data center, ça marche aussi dans du multi-cloud ou dans plusieurs clusters au sein d'un cloud provider. Bref, tout ça, c'est des choses qui sont assez vues. Et surtout, nous, c'était nous permettre de fiabiliser les maintenances. Comme on a plusieurs clusters, on a envie de faire une maintenance à gauche de manière un peu plus safe, parce que même si on teste les choses sur un cluster de dev en production, ça peut ne pas toujours se passer comme prévu, même si on a fait beaucoup de tests. Et donc, la solution qu'on va vous présenter, nous, on l'utilise pour de vrai dans ces cas de maintenance-là, et ça nous permet vraiment de gagner en confiance. Voilà, donc maintenant qu'on a les bases de notre besoin, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne notre infrastructure à Numberly. Quand on veut rendre redondant quand on veut mettre de la redondance avec plusieurs data centers, on peut avoir l'idée de mettre une IP par data center et de mettre ces 2 IP derrière un même nom de domaine. Pourquoi pas, ça marche, mais le DNS reste ce qu'il est. À Numberly, on a fait le choix de faire de l'IP Anycast. L'avantage en plus d'avoir une seule IP, c'est de pouvoir scale très facilement. En gros, à chaque ajout d'un serveur, il va annoncer son adresse IP au routeur et il y aura autant de routes qu'il y a de serveurs. C'est facile, si un load balancer qui prend trop de charge, on en rajoute et voilà. L'inconvénient principal de ça, c'est que en fonction des opérateurs, s'il y a une interconnexion qui favorise un DC plutôt qu'un autre, ce DC prendra plus de trafic et le reste ira sur l'autre. On s'adapte. Donc, au final, quand on perd un des 2 DC, et tout le trafic ira sur l'autre et on n'a pas de problème. Ça, c'est en place déjà chez nous depuis un moment pour du load balancing classique avec du HAProxy, Nginx.
mais ça ne s'applique pas pour de l'environnement Kubernetes tel quel. Donc l'idée, ce serait d'avoir une couche d'indirection avec un serveur web qui fait du load balancing HTTP, qui puisse se connecter à des clusters Kubernetes et rediriger le trafic en fonction de la disponibilité des ingresses, enfin d'un domaine, sur un cluster ou l'autre. On a cherché rapidement sur le net. À l'époque, ce n'est pas quelque chose qui se faisait, ce n'est pas une topologie qui était très adoptée. Mais on s'est dit, quand même, il y a GCP qui le fait avec des ingresses multi-clusters. Par exemple, si on a plusieurs clusters cubes dans des régions différentes, il y a Google qui propose une IP, Nicast, qui fait exactement ça. Donc, qui redirige le trafic vers le cluster le plus proche, en fonction de la disponibilité des ingresses. Donc là, on s'est dit, comment on peut faire ça ? Donc, a priori, ça n'a pas l'air très compliqué. On a juste à faire un petit démon qui sait se connecter à plusieurs API serveurs, qui pourrait, par exemple, générer de la configuration HAProxy avec des templates Jinja, le truc qu'on aurait construit il y a une dizaine d'années. Très KISS, keep it stupid and simple. Mais voilà, ça fait un peu solution de boomer. Ça, c'est Laurent qui me l'a sorti. Et c'était pas très moderne. Donc on s'est dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire quelque chose de plus CNCF, plus intégré ? Et puis on s'est dit, attends, on va quand même faire le projet dans l'ordre, avant de commencer l'implémentation, on va faire la liste de vraiment nos besoins. Donc dans ces besoins-là, on s'est dit, on aimerait bien utiliser quelque chose qui savent faire très bien du load balancer, pas quelque chose qui est très intégré dans Kubernetes, parce que diviser pour mieux régner, on y revient, qui sait du coup agréger des ingresses sur un ou plusieurs clusters Kubernetes, qui saurait réutiliser des certificats qui sont déjà déclarés dans ces ingresses, pour toutes les intégrations CERT Manager, etc., qui saurait gérer des timeouts, parce qu'il y a des applicatifs qui doivent répondre plus ou moins rapidement en fonction des besoins, gérer des poids, envoyer plus de trafic sur un cluster qu'un autre, que la détection d'ajout, de modification d'ingress soit extrêmement rapide, et on insiste, mais qui ne devrait pas dépendre de Kubernetes. Finalement, on se dit, il n'y a rien qui existe, se lancer dans ce développement, ça peut être peut-être un peu lourd. Et puis, les mois passent et au détour d'une ou deux parties de Rocket League, Laurent continue sa petite veille technologique sur Internet et il tombe sur un truc royal qui coche la quasi-totalité des cases. Et là, on commence à rentrer dans le dur. Donc là, on tombe sur un article présenté par Uswitch, qui est une boîte anglaise qui a à peu près la même philosophie que Numberly en termes d'infrastructure et qui fait aussi quelques autres projets open source sympas comme ça, qui présente le projet Yggdrasil. Donc Yggdrasil, c'est quoi ? C'est un contrôleur de serveur Envoy pour faire du load balancing multi-cluster, d'ingress multi-cluster. Donc c'est exactement ce qu'on voulait en fait. On l'a directement essayé, ça marchait tel quel. Et donc on s'est dit c'est parfait, on a commencé à lister les features qui allaient nous manquer pour appliquer ça chez nous en prod. Et donc on a commencé à voir. Je vous invite à lire l'article, le blog post de Joseph Irving qui a commencé ce projet, ainsi que sa présentation au Kube Community Days de UK de l'année dernière. Donc comment ils ont appliqué ça chez eux et leurs besoins. Alors d'abord, Yggdrasil, comment ça marche ? On a nos clusters Kubernetes, cluster A, cluster B, on peut en avoir plus que ça, on s'en fiche. Et on a Yggdrasil, qui est un contrôleur qui va watch les ingresses de plusieurs clusters Kubernetes, les agréger, les traduire, et en créer de la configuration Envoy. Envoy, bêtement, il se connecte en gRPC, il récupère sa configuration auprès d'Yggdrasil. Et donc, comme Yggdrasil watch les ingresses, dès qu'il y a un changement, c'est mis à jour et c'est répercuté à Envoy qui met directement sa configuration à jour. Mais là, on se dit, mince, on a rajouté un SPOF. Et si on perd Yggdrasil, qu'est-ce qui se passe ? Pas de problème, Envoy continue de faire son boulot de load balancer. Juste, il n'aura pas la dernière configuration par rapport au dernier changement de cube. Et en plus de ça, chaque serveur Envoy fait ses propres health checks. Pour chaque ingress et pour chaque cluster. Vous pouvez dire, oui, c'est un peu lourd niveau health check, il doit y avoir beaucoup de trafic pour ça. Oui, mais au moins ça marche. Niveau configuration, c'est pas très sorcier. On a la conf Envoy où on dit de se connecter avec Yggdrasil simplement et de récupérer sa conf dynamiquement.
Et pour Yggdrasil, on a la liste des clusters, donc les API serveurs, des tokens d'hôtes, et des listes de certificats. Donc pour les certificats, on doit lister tous les certificats en dur et les noms de domaine qu'ils doivent gérer. Donc c'est un peu lourd, on verra plus tard comment on gère ça. Petit spoiler, Sync Secrets. Niveau développeur, ça ajoute pas grand-chose. C'est un niveau de redirection qu'ils n'ont pas trop à connaître. Ils doivent simplement rajouter une annotation pour configurer le path du fcheck que Envoy va utiliser. Et puis des timeouts et d'autres features qu'on va implémenter plus tard. Donc par rapport à notre idée principale, on s'en éloigne pas trop. On a nos serveurs web, Envoy et Yggdrasil qui contrôlent tout ça. On a un truc en étoile, on est bien. Mais qu'est-ce qu'il nous faudra pour la suite ? Voilà, donc par rapport à nos besoins de base, il nous manque les fonctionnalités suivantes, la réutilisation de certificats, les timeouts, la gestion des poids, et surtout, au moment où on teste Yggdrasil, on se rend compte qu'il est compatible seulement avec des vieilles versions d'Envoy. Donc quand on commence à tester en 2021, on se dit si on veut passer ça en production, on va essayer de passer ça sur des versions d'Envoy récentes. Il y avait des versions d'API qui avaient été totalement dépréciées, donc pas très future-proof. Et donc on commence à se dire bon bah ça tient la route, on pitch le truc en interne on nous dit go, il faut commencer à contribuer et on va dédier du temps là-dessus. Donc contribuer, c'est cool, le logiciel open source, ça marche, mais je pense qu'ici il y a pas mal de gens qui ont fait des PR, qui sont restés vides, sans retour pendant des semaines, des mois, voire des années. Et forquer, c'est sympa, mais bon, ça commence à perdre la communauté, du coup on se dit, contactons Joseph. Et il a répondu, mais du tac au tac, nous disant que bah, c'était déjà toujours utilisé. Nous, on avait un peu peur de se dire peut-être qu'ils ont changé de fusil d'épaule ou quoi. Et qu'en plus, il nous répond à d'autres questions qu'on lui avait posées sur comment gérer ce multi-data center en interne, au niveau vraiment du service, pas au niveau de l'ingress. Et qu'il bah, regardera nos contributions avec grand plaisir et qu'il émergera. Donc voilà, on est encore un peu plus dans la réalisation de ce projet-là. Et on va commencer par les premières contributions qu'on a faites. Alors la feature principale qui nous manquait, c'est la synchronisation des certificats TLS. Vous avez vu dans la conf, on doit spécifier tous les certificats un à un et tous les domaines qu'ils gèrent. Forcément, ça crée de la friction entre dev et ops. On n'a pas envie de faire ça. Surtout dans un environnement comme Numberly où on gère plus de 800 domaines et des milliers d'ingress. C'est clairement pas faisable. Dans notre approche, on s'est dit que les clusters Kubernetes devaient rester indépendants. Donc ça en va aussi pour les secrets TLS, qui doivent continuer d'être gérés par Kubernetes lui-même, et qu'on puisse, si on veut, joindre l'ingress controller directement, sans Yggdrasil. Donc on part du principe que c'est Yggdrasil qui doit récupérer les certificats TLS depuis les clusters. Donc en plus de watch les ingress, on doit watch les certificats, les récupérer, les agréger et les utiliser. Donc c'est ce qu'on a fait. À coup de baguette magique, on a créé un Sync Secrets et il récupère les certificats et ça marche. Là, vous allez dire comment on fait pour les challenges Acme en HTTP. Faut savoir que chez nous, on a 800 domaines, mais on en a énormément qu'on ne gère pas directement. C'est le client qui pointe vers nous. Donc, on ne peut pas faire du challenge DNS. Pour les challenges HTTP, chaque cluster crée un challenge et Let's Encrypt, par exemple, si on l'utilise, doit accéder à un token et donc Envoy doit pouvoir rediriger le challenge vers le bon cluster. L'approche qu'on a prise, bête, c'est simplement de retry sur les 404, donc tous les clusters, jusqu'à tomber sur le bon challenge. C'est bête, mais ça marche. Donc ensuite, si vous aviez vu dans les premières utilisations, il y avait une annotation seulement pour un seul des timeouts. Envoy est un load balancer très complexe, mais aussi très bien fait, qui expose plusieurs types de timeouts. Donc on a juste traduit ces timeouts dans la configuration d'Envoy par une annotation au niveau des ingress. Donc ça, c'était assez simple. Et on a aussi augmenté la gestion des retries qui pouvaient déjà être implémentés pour permettre aux développeurs de configurer son ingress de manière à retry en
fonction de certains types de codes d'erreur, parce qu'il y a des applications qui peuvent être idempotentes et se recevoir une deuxième fois la même requête POST pour des API, mais parfois c'est pas du tout le cas pour éviter les doublons, etc. Donc on donne la main au développeur de manière à ce qu'il puisse configurer ça lui-même. Il manquait aussi la gestion des poids. Donc la gestion des poids, pourquoi ? Pour avoir plus de trafic sur un cluster qu'un autre, pour pouvoir faire du canary, pour multi-dataclusteriser votre déploiement. Au début, on a peut-être envie d'avoir 1% du trafic sur le deuxième cluster, etc. Mais aussi, nous, c'est comme ça qu'on l'utilise beaucoup, c'est désactiver un seul ingress sur un cluster spécifique. Là, on passe le poids à 0 et ça nous permet de faire des opérations de maintenance ou même de faire des déploiements un peu plus complexes pour ne pas déployer votre nouvelle version d'image Docker sur les deux clusters en parallèle et tout casser. Il y a eu pas mal d'autres contributions. On a converti le code pour utiliser la version d'API d'Envoy plus récente et pas dépréciée. On a quelques trucs de config pour binder les IP sur les bonnes, des headers X forwarded for, et aussi de la performance. Alors non pas que ça posait un vrai problème, mais chez Uswitch, il y avait moins d'ingress, donc watcher moins d'ingress, c'est pas compliqué. Nous, on watch des milliers d'ingress, un millier de certificats, donc sur une petite T2 médium. Ça prenait 50% de CPU. Là, sur ce petit graphe, c'est l'utilisation CPU juste après qu'on ait déployé le fixe. Et résultat, c'est du temps CPU un peu mieux utilisé. Donc voilà, pour conclure techniquement, au final, après toutes nos contributions, ça a rajouté quelques options pour le développeur, pour configurer en fonction de l'application qui déploie, des timeouts, du retry, du poids, etc. Et en pratique. Voilà, donc maintenant c'est cool, on a notre techno, on est avec Drasil, on s'est déployé du multi-data center, mais on part le point de départ, c'est vos applicatifs ne sont pas multi-data center. Comment est-ce qu'on fait pour demander aux équipes de multi-data centeriser sur plusieurs clusters Kubernetes leur application, sachant qu'il y a des équipes qui sont pluridisciplinaires, une app, un ingress une app, un ingress 10 apps, bref, des types de déploiements un peu plus complexes. Et puis dans la roadmap, est-ce que c'est important de multi-data centeriser plutôt que de coder de la feature que le client attend? Est-ce que le client a payé pour avoir du retard sur ses features, etc. Parce que lui, il a déjà payé pour que ce soit fiable. Donc c'est une petite problématique qu'on doit être nombreux à connaître. Et du coup, on s'est dit, donnons-nous les moyens d'y arriver, et on a commencé par mettre en place de la documentation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on utilise pas mal en interne. On a un logiciel qui nous permet de faire des tutoriels pour les développeurs, de manière à ce qu'ils puissent prendre en main ce qu'ils vont utiliser avec des exemples dans une sandbox, etc. Donc on a fait ce tuto sur comment multi-data centeriser, gérer tous les cas de figure, faire des tests de bon fonctionnement, comment opérer la bascule DNS avec external DNS, etc. Et on a mis en place des sessions d'open hours, donc on se rend disponible 2 heures une fois dans la semaine pour que les développeurs viennent nous voir et qu'on puisse débugger en live les choses avec eux, que les gens qui ne commencent pas encore à opérer ce changement puissent venir pour, on va dire, pré-shot les petites problématiques qu'ils pourraient avoir. Voilà, déjà avec ça on a une bonne base et on peut créer l'utilisation. Ensuite vient la partie du tooling. Donc il y a quelques années, les gens commencent à utiliser ChartM, donc on commence à avoir beaucoup de ChartM différents pour des applicatifs qu'on construit nous-mêmes. Donc on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, faire un ChartM commun, éviter d'aller faire du développement dans 25 ChartM différents. Et ce choix, il a payé, parce que aujourd'hui, on a rajouté le support de Yggdrasil dans ce ChartM. C'est quelques lignes dans un values, et bam, tout de suite, c'est utilisable. On a rajouté des templates au niveau de GitLab qu'on utilise pour la CD, de manière à ce que les développeurs puissent juste faire un include de ça pour développer en multi-cluster et gérer leur déploiement de manière plus smooth. Et on a mis en place aussi du monitoring Grafana. Donc Envoy, load balancer qui est quand même très moderne, expose des centaines de milliers de métriques. Il faut même les filtrer, sinon ça défonce votre instance Prometheus. Et on leur a mis en place des dashboards de manière à ce qu'ils puissent voir le nombre de requêtes par cluster, les types d'erreurs, le tout par ingress, par data center, etc. Enfin, voilà, c'est tout ce qu'il faut pour piloter au quotidien un peu leurs besoins. Et enfin, du suivi, parce que savoir où en sont les développeurs, détecter les personnes qui ne vont pas demander de l'aide,
qui pourraient être en retard, et détecter aussi si les projets qui ont le plus haut niveau de risque business sont eux bien en multi-data center, pour se dire, bah voilà, l'investissement il a payé, les contributions, le déploiement, etc. C'était pas inutile et on arrivait au bout. Alors là-dessus, c'est copier-coller Google Spreadsheet, il n'y a pas de tech avancé, gRPC, blabla. Et donc, un exemple de bascule de cluster. Donc, on voit notre trafic qui est relativement bien dispatché entre les deux clusters. On coupe un cluster, l'autre cluster en haut prend le trafic du deuxième, donc on handle 100% du trafic, et on fait exactement la même chose sur l'autre cluster juste après. Donc, la preuve par image, ça marche. C'était du trafic pendant la Coupe du Monde de football sur un service à fort trafic. Donc on arrive à un PCA, un plan de continuité d'activité, un plan de reprise d'activité en réel. Donc voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qu'on utilise de manière régulière, on va dire à peu près tous les 6 mois, à chaque fois qu'on fait des upgrades cubes. Donc nous on se prend plus la tête, on fait pas des upgrades cubes en prévenant les devs, en se disant attention, il va peut-être y avoir un peu de disruption pendant qu'on draine les nœuds, qu'on les reboot, etc. On désactive le cluster. Plus de requêtes, on peut l'upgrade, on peut le réinstaller, on peut renouveler le hardware, on peut upgrader l'OS sous-jacent pour passer sur une version plus LTS, machin. Et une fois que c'est installé, on le réactive, bim, ça repasse dans le pool, et on fait la même chose avec le cluster B, et on ne stresse plus, on s'en fout, il peut y avoir des surprises tout le temps, c'est pas très grave. Et ça, c'est l'autre besoin, c'est plutôt que de se dire rajoutons des nœuds dans un cluster, faisons des clusters hybrides avec des nœuds AWS dans un cluster bare metal, qui ouvrent des problématiques de réseau un peu avancées, bah finalement, nous, pour ajouter du scale temporaire, on va aller voir n'importe quel cloud provider, dire je veux un cluster, file-moi 200 nœuds, j'en ai besoin que pour 2 heures. On rajoute ce cluster à Yggdrasil et il fait du load balancing sur 3 data centers. Ce troisième cluster, on lui file un poids plus élevé et paf, on a géré notre événement avec un pic de trafic de manière un peu plus simple. Tous les déploiements sont déjà multi-cluster, donc tout se fait et ça se fait vraiment sans le moindre mal, quoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a résolu notre problème de redondance dans un contexte multi-cluster, multi-data center même, pour le trafic venant d'Internet. Par contre, il y a un autre problème qui se pose, c'est un point sur lequel qu'on peut pousser encore un peu plus, c'est nos services internes qui accèdent à d'autres services qui sont à côté d'eux, mais qui doivent passer quand même par l'ingress, donc l'ingress controller et Yggdrasil au-dessus. Là, on peut imaginer d'utiliser du service mesh entre clusters. C'est ce qu'a fait USwitch, par exemple, en utilisant Cilium. Mais il y aurait d'autres solutions qui pourraient se poser. Donc ça, c'est pour la suite. Peut-être que vous avez des propositions même. Je vous remercie.